Un mode de scrutin, c'est un outil, c'est un instrument. Et la question ensuite, c'est est-ce qu'il est fonctionnel ou est-ce qu'il est dysfonctionnel? Alors nous les constitutionnalistes, on a un gros problème avec De Gaulle, parce que d'un côté c'est papa, et alors là il y en a qui veulent absolument être d'accord avec papa. Et de l'autre côté, vous avez un peu parfois des révoltes adolescentes. Et c'est faire harakiri à votre groupe politique. Et donc pour le groupe socialiste, ça voudrait dire se tuer pour faire passer le budget de François Bayrou, tout ça en donnant les clés de la gauche à Jean-Luc Mélenchon. Benjamin Morel, maître de conférence à Paris Panthéon-Assas, constitutionnaliste. Donc j'ai rédigé cette année un livre qui s'appelle Crise politique, crise de régime, aux éditions Odile Jacob, et dans cet ouvrage, j'essaie de comprendre quels sont aujourd'hui les fondements du dysfonctionnement du régime que l'on connaît. Est-ce que ça vient de la Constitution? La réponse est plutôt non, même si elle n'est pas parfaite, cette Constitution. Est-ce que ça vient de l'organisation générale du régime politique? Est-ce que ça vient de la sociologie électorale? Qu'est-ce qui explique un blocage qu'on pensait naguère complètement inimaginable et qui aujourd'hui semble s'inscrire de façon structurelle jusqu'en 2027, voire bien au-delà? Là, c'est la France. C'est pas la Suisse, c'est pas le Danemark, c'est pas la Suède. C'est la France. La France, 2 siècles d'histoire politique, 5 républiques, 2 dynasties, 2 empereurs, 4 révolutions. Voilà les Français. Par conséquent, la France, c'est pas qu'elle n'est pas capable, c'est que c'est pas sa manière d'être. C'est pas l'Angleterre, avec la même constitution depuis la Saint-Glinglin et elle n'est même pas écrite. D'accord? Et ainsi de suite. Il faut partir de la réalité nationale, de la culture nationale, de ce qui fait un peuple, ce qui le regroupe, ses manières de faire et d'être. La France, elle tourne la page des périodes en changeant de système politique. Quand De Gaulle arrive, il fait la 5e République parce que la 4e est incapable de régler les problèmes qui se posent à ce moment-là. Alors, est-ce qu'il y a des déterminismes historiques? Est-ce qu'il y a, je dirais, une histoire politique qui compte? Évidemment, c'est-à-dire que la structure des partis, la manière dont on conçoit nous-mêmes nos institutions est en partie liée à une façon dont on se conçoit l'histoire et dont on l'aperçoit. Néanmoins, dire que les Français seraient en manque d'un roi, pas beaucoup n'ont connu un roi et ils ne savent pas exactement ce qu'est la monarchie. Par ailleurs, le roi, en fait, sous l'Ancien Régime, était peut-être monarque absolu, mais en réalité, il était assez faible dans un modèle qui était un modèle rempli de contre-pouvoirs. Donc là, il y a une forme d'idéalisation. Et cette idéalisation, en soi, elle pose pas de problème tant qu'elle relève d'une forme de roman, de mise en récit. Le problème, c'est quand elle devient un élément de blocage. Prenons cette notion que moi, j'aime pas de culture politique. Quand on dit culture politique, souvent, c'est pour dire, par exemple, qu'on n'aurait pas la culture des coalitions. En réalité, c'est pas vrai. Des coalitions, on en a formé sous les 4e, sous les 3e Républiques. Il n'y a jamais eu une majorité absolue dans ce pays avant 1962. Et par ailleurs, l'idée qu'on aurait une culture bonapartiste qui ferait qu'on chercherait un chef, regardez la 3e République, il n'y a pas de chef. Alors, il y a des étincelles, le boulangisme, etc. Mais il y en a dans tous les pays voisins. C'est pas franco-français. Lisez des auteurs de la 4e République. Que disait-il aux gaullistes? Un président élu qui plus est. On a essayé une fois sous la 2e République et ça nous a donné très rapidement un coup d'État et un empire. C'est pas dans notre culture politique tout ça. On n'est pas face à une affaire de culture. On est face à une affaire de structure. Prenons encore une fois la question des coalitions. Aujourd'hui, pourquoi vous avez du mal à former des coalitions? C'est pas une affaire de culture. C'est aujourd'hui une affaire d'intérêt et de coût des coalitions. Vous êtes un député socialiste, qu'est-ce qui se passe? Si vous faites alliance avec le centre, ça veut dire que vous reconfigurez la situation permis d'être élu. Vous avez été élu sur une configuration d'union de la gauche. Et donc à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'aviez pas d'insoumis face à vous et vous aviez un centre qui se repliait peu sur vous. Si demain vous changez cette modalité-là, si vous faites alliance avec le centre, vous savez que la dernière fois, il y a moins d'un électeur macroniste sur 2 qui, en cas de second tour contre le RN, s'est replié sur vous. Et vous savez que vous allez avoir un insoumis. En gros, ça veut dire quoi si vous êtes député socialiste? C'est-à-dire que vous êtes mort. Demain, vous ne serez pas réélu. Vous ne serez pas réélu et tous vos petits camarades également non plus. Et donc, à partir de là, personnellement, c'est vous faire un harakiri. Et c'est faire harakiri à votre groupe politique. Et donc, pour le groupe socialiste, ça voudrait dire se tuer pour faire passer le budget de François Bayrou. Tout ça en donnant les clés de la gauche à Jean-Luc Mélenchon. Et ça se pèse en termes de coûts et d'opportunités, et in fine même en termes d'éthique, parce que c'est pas l'intérêt général, si vous êtes un député socialiste conséquent, pour vous l'intérêt général, a priori, c'est un jour de faire valoir votre programme. Vous faites harakiri pour faire passer un budget dans lequel vous ne croyez pas. Discutable, comme coût et comme volonté d'action. Et donc à partir de là, vous ne le faites pas. Vous ne tendez pas la main au centre, ou très difficilement, parce que vous savez que ça va être très coûteux. Donc vous voyez bien que c'est pas une affaire de culture, là. On n'a pas eu besoin d'aller chercher aux mains de Jaurès ou de De Gaulle. C'est une affaire de calcul stratégique, bien entendu. C'est pas une affaire de culture, c'est une affaire de structure. Et si on veut sortir de la crise politique, il ne sert à rien de renvoyer à la monarchie, même à Clovis. Il faut essayer de comprendre quels sont les éléments de blocage dans le régime qui empêchent de former des compromis, qui empêchent de dépasser le moment de blocage politique qu'on connaît, et donc, in fine, de sortir de la crise politique. On commence à comprendre que l'élection présidentielle n'est qu'une première étape
de ce que nous allons avoir à affronter. La deuxième étape va venir tout de suite après, c'est qu'il ne suffit pas de gagner l'élection présidentielle. Et c'est ça qui m'obsède. Il faut avoir une majorité pour pouvoir mettre en place une vision stratégique pour la France. Parce qu'il y a tout à parier que des élections législatives après les présidentielles donneront lieu au même résultat que la Chambre que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire que nous nous retrouverons avec des élections présidentielles qui n'auraient servi à rien, si ce n'est à changer le responsable ou la responsable à l'Élysée. Alors, il a raison sur un point, Dominique de Villepin. Il est tout sauf évident qu'en 2027, on ait une majorité absolue. Il faut bien comprendre que le mode de scrutin majoritaire à deux tours, notre mode de scrutin, ne donne pas toujours des majorités. C'est le mode de scrutin de la Troisième République. À l'époque, on l'appelait scrutin d'arrondissement. Il n'a jamais donné de majorité avant 1962. D'ailleurs, vous ne comprenez la Constitution de la Cinquième République que si vous comprenez que pour De Gaulle, comme pour Debré, il n'y aurait pas de majorité. D'où le 49 alinéa 3, etc. En 62, les gaullistes sont les premiers étonnés du fait de disposer d'une majorité absolue. Comment est-ce qu'on construit une majorité absolue sous la cinquième ? En fait, il y a deux facteurs. D'abord, vous avez un effet de souffle de l'élection présidentielle préalable sur l'élection législative qui suit. En d'autres termes, on dit beaucoup les Français veulent donner une majorité au président de la République, c'est pas vrai. Ce qui se passe en fait, c'est que l'électorat de l'opposition est groggy, il est malheureux, il pense qu'il a déjà perdu, et donc il ne se déplace pas. En 2027, l'électeur mélenchoniste qui se dirait, après par exemple une victoire d'Édouard Philippe, depuis qu'Édouard Philippe est président, depuis quelques jours, j'ai très envie de la retraite à 67 ans. Et irait voter pour des candidats philippistes, cet électeur-là, il n'existe pas. De même, l'inverse, si Jean-Luc Mélenchon l'emportait ou Jordan Bardella. En fait, vous avez un jeu de mobilisation différentiel. L'électorat de l'opposition pense qu'il a déjà perdu, il s'abstient. L'électorat du président est content, et donc il se mobilise. Toutefois, ce modèle-là a des limites. En d'autres termes, il faut quand même avoir une bonne base électorale originelle pour que ça fonctionne. Et donc on arrive au deuxième facteur. Premier facteur, télescopage d'une élection sur l'autre. Deuxième facteur, bipolarisation. Ce qu'instaure la Ve République à partir de 62, c'est un modèle bipolaire. Et cette bipolarisation, aujourd'hui, force est de constater qu'à court terme en tout cas, voire même à moyen terme, elle a vécu. On voit qu'on a 3 électorats à minima qui se regardent en chien de faïence et qui sont très étanches. Un électorat gauche, un électorat centre, un électorat RN qui déborde un peu de plus en plus sur la droite classique. Dans ce cadre-là, les possibilités d'obtenir une majorité absolue sont très réduites. Un peu pour le RN, qui a une bonne géographie électorale, ça paraît à peu près exclu pour la gauche. Le centre ne pourrait l'espérer que s'il y avait une abstention massive, auquel cas il pourrait peut-être y avoir une majorité, mais derrière il y aurait des gilets jaunes, voire des gilets écarlates. Et donc ça ne serait pas forcément gage de stabilité. Et donc une fois qu'on a dit ça, la question c'est, est-ce qu'une fois que vous avez 3 blocs au Parlement, vous pouvez former des coalitions ? Et ça c'est compliqué, parce que tout bêtement, le mode de scrutin majoritaire à 2 tours rend très compliqué la formation de coalitions post-électorales. Si jamais vous n'avez pas de majorité à l'issue du deuxième tour, ça veut dire que vos alliances préélectorales vous tiennent parce que vous avez été élu grâce à elles. Et donc vous ne changez pas de bloc pour un groupe politique parce que c'est très coûteux, c'est très compliqué à envisager. Résultat, vous arrivez à une situation de blocage. Vous avez 3 blocs au Parlement qui ne peuvent pas collaborer entre eux. Il n'y a pas de bon ou de mauvais mode de scrutin, paraphraser des philosophes chasseurs de la fin des années 80. En réalité, un mode de scrutin, c'est pas une valeur. Moi, j'admire les gens qui sont pour la proportionnelle, pour le mode de scrutin majoritaire à 2 tours, comme ils le sont pour la liberté ou l'égalité. Si vous voulez, on ne meurt pas au champ d'honneur pour un mode de scrutin. Un mode de scrutin, c'est un outil, c'est un instrument. Et la question ensuite, c'est est-ce qu'il est fonctionnel ou est-ce qu'il est dysfonctionnel ? Est-ce qu'il est pertinent dans un cas ou est-ce qu'il ne l'est pas ? Le mode de scrutin majoritaire à 2 tours est un bon mode de scrutin quand vous avez une bipolarisation. Ça produit les majorités qu'on a vues. Si vous avez une tripolarisation, une quadripolarisation, il ne produit pas de majorité et il empêche les coalitions. Il devient à ce moment-là dysfonctionnel. C'est pas qu'il est mauvais, c'est juste qu'il est plus adapté. Et donc là, il faut pencher probablement vers un autre mode de scrutin, notamment une proportionnelle. Je dis une parce qu'en fait, il y a entre 50 et 80 formes de proportionnelle. La question est donc laquelle ? Et en la matière, l'avantage d'une proportionnelle, quoi qu'il en soit, c'est que ça fluidifie votre vie politique. En gros, tous les partis politiques partent dans leur couloir et in fine, ils forment des coalitions uniquement après l'élection. Et donc, il leur est facile de reconstruire des coalitions. Ensuite, tout dépend les facteurs de la proportionnelle. Si vous prenez par exemple uniquement le mode de scrutin proportionnel qu'on utilise pour les élections européennes, tous les partis qui font moins de 5% ne sont pas représentés. Auquel cas, vous avez eu lors des dernières européennes uniquement 6 listes qui ont pu être représentées, alors qu'aujourd'hui vous avez 11 groupes politiques à l'Assemblée. Donc vous voyez qu'avec une proportionnelle en mode élection européenne, vous auriez aujourd'hui une Assemblée plus gouvernable, avec une capacité plus facile
de former des coalitions, et ça évidemment ça peut aider. Le risque entre guillemets, c'est qu'en 2027 on ait un président qui soit élu, ça c'est à peu près évident qu'on aura un nouveau président, que derrière il fasse une dissolution, qu'il n'y ait pas plus de majorité, et qu'à partir de là, on ait cru élire Bonaparte, qu'on se retrouve avec René Coty, et que la crise de régime, la crise politique, n'en sorte que renforcée. Mais il y a encore mieux que les mesquines trahisons habituelles, il faut bien l'avouer, des socialistes. Il y a M. Wauquiez, il y a LR. Après avoir fait campagne pendant des mois sur son refus de se dissoudre dans le macronisme, M. Wauquiez donc a enfin clarifié sa position. C'est parce qu'il préférait en réalité se dissoudre dans le socialisme. Et soutenir d'un même geste la suspension de la réforme Borne et la désindexation des retraites. Merci, Monsieur Wauquiez, pour cette clarification bienvenue. Vos électeurs apprécieront. Par pudeur, je n'évoquerai pas les déclarations de vos propres alliés. Entre Édouard Philippe, qui appelle à la démission du président de la République mais refuse la dissolution, et Gabriel Attal, qui dit ne plus rien comprendre à Emmanuel Macron, mais continue d'afficher son soutien au gouvernement, on s'y perd. Alors, il faut sortir de la perspective qu'une coalition et un accord représentent une trahison. Évidemment, dans notre modèle politique, ça l'apparaît pour une grande partie des électeurs, tout bêtement parce que jusqu'à présent, on est structurellement habitué à avoir des majorités absolues. Et donc, quand on dit on n'a pas de culture de la coalition, prenons, 2007. En 2007, l'UMP a la majorité, à la suite de la victoire de Nicolas Sarkozy. L'UMP, qui à l'époque aurait tendu la main au Parti socialiste en disant on va faire une coalition, ça aurait été absurde en réalité. Ça aurait été absurde pour ces deux groupes politiques parce que, a priori, il est plutôt sain démocratiquement qu'il y ait une majorité et une opposition. Puis ça aurait été absurde, si vous êtes en position majoritaire, d'aller chercher l'aval d'une autre force politique. Donc les coalitions, il n'y en avait pas nécessairement. Néanmoins, les coalitions, c'est le mode de formation d'à peu près tous les gouvernements dans les pays européens. Pas parce qu'ils le veulent, pas parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils n'ont pas le choix. Et les électeurs ne se sentent pas nécessairement plus trahis. Quand vous prenez les études en sciences politiques sur ce sujet, en règle générale, vous avez des électeurs qui comprennent. Vous allez voter en Allemagne pour les Grünen, le SPD, la CDU-CSU. Vous savez pertinemment que votre groupe politique, le parti pour lequel vous avez voté, ne pourra pas être seul aux commandes. Vous savez qui va devoir faire des deals. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Une fois qu'on a vu le résultat des élections, la CDU-CSU, par exemple, va ouvrir un cycle de négociation avec, par exemple, les Grünen. Et chacun va essayer de faire valoir les priorités de son électorat. Si vous êtes les Verts, les Grünen allemands, et que vous dites, ok, très bien, je vais toper avec la droite, on se serre la main, et je renonce à tout ce que veulent mes électeurs. Vos électeurs vont vous en vouloir. Ils vont se carapater. Et donc, ça va vous coûter très cher. Donc, si vous voulez arriver à faire une coalition, il va falloir que vous fassiez valoir ce qui est important pour vos électeurs. Par exemple, pour les Grünen, une politique de transition écologique. Si jamais ce qui est important pour vos électeurs figure dans le programme de coalition, vos électeurs vont être plutôt contents. Ils ne vous abandonneront pas. De même, de l'autre côté, pour les électeurs de la CDU-CSU. Ce qui fait que quand vous prenez aujourd'hui les enquêtes en sciences politiques, le taux de satisfaction toute chose égale par ailleurs, des politiques publiques est beaucoup plus élevé dans des pays comme l'Allemagne et l'Italie. Pourquoi ? Parce qu'en règle générale, comme vous formez des coalitions qui recouvrent grosso modo 40 à 50% de l'électorat, les partis représentent dans la coalition environ 40 à 50% des électeurs, il y a 40 à 50% des électeurs qui, lorsque le deal a été bon, disent « la politique me ressemble, la politique a quelque chose à voir avec ce pourquoi j'ai voté ». Et donc, je suis content. Et donc, on a une popularité beaucoup plus forte des exécutifs qui, en fait, s'appuient sur une beaucoup plus large base électorale. Prenez Macron 2017. Très bien, Emmanuel Macron est élu. Derrière, il y a des élections législatives. Ces élections législatives, elles permettent aux macronistes d'obtenir 60% des sièges. 60% de l'Assemblée est tenue par l'AREM et le MoDem. Combien ça fait, ça, en voix au premier tour des législatives ? 34%. Et combien ça fait en termes d'inscrits sur la population globale qui pouvait voter ? Uniquement 17%. Avec moins de 2 électeurs sur 10, vous avez une majorité absolue et un gouvernement. Alors, c'est assez magique, mais derrière, vous ne reposez que sur 1,7 électeurs sur 10. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les autres, ils n'ont pas voté pour vous. Tous les autres, ils ne veulent pas de vous. Et même si au début, il y a une forme d'envolée, vous êtes populaire, vous êtes nouveau, très rapidement, ces gens-là qui n'ont pas voté pour vous, ils vous lâchent. Et donc, ce faisant, il y a un taux d'insatisfaction vis-à-vis de la coalition, vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis des politiques publiques, beaucoup plus important. Et très rapidement, vous vous retrouvez avec des gens sur les ronds-points qui disent « Attendez, moi, j'ai pas voté pour ça. » Et vous allez leur dire « Oui, non, mais attendez, j'ai 60% des députés, regardez, je suis fort, institutionnellement, je suis légitime. Vous avez raison. » Et vous ne vous appuyez quand même que sur une minorité de l'électorat. Là où, quand vous êtes contraint de former des coalitions
sur une plus grande, large partie de l'électorat, eh bien, la stabilité politique et le taux de soutien s'en ressent malgré tout. C'est pas une recette magique, mais ça permet, en réalité, non pas de trahir les électeurs, mais d'arriver à englober un assez large paquet d'électeurs, pouvoir gouverner plus sereinement. Il n'y a pas eu de violation de la Constitution qu'en 58 et qu'en 62. Des violations de la Constitution émaillent l'histoire de la Ve République. Et de plus en plus et de manière extrêmement dramatique depuis le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, même d'ailleurs depuis le premier. Alors je voudrais peut-être ici faire une liste succincte des violations de la Constitution. Donc la première... La plus énorme, la plus connue de tous ici, c'est évidemment l'article 12, la dissolution du 9 juin 2024, qui a été réalisée sans procéder aux consultations requises par la Constitution. Ça a été très peu souligné, cette dimension-là. Et voilà, parce que nous sommes encore et toujours dans cette idée du mariage réparateur, dans cette idée qu'il ne faut pas, dénoncer les violations de la Constitution parce que cela reviendrait à grever la normativité de notre Constitution et cela pourrait prêter le flanc à une dérive autoritaire. Donc, j'aime beaucoup Eugénie et pour le coup, c'est vraiment une amie. J'ai un point de différence avec elle, c'est-à-dire que la réalité, c'est que la Constitution est très floue. Elle est très interprétable. Et en l'occurrence, Emmanuel Macron procède à des consultations dont on peut dire qu'elles n'en sont qu'assez peu, ou qu'elles sont très formelles, mais en soi, la forme de la consultation, elle n'est pas prévue dans la Constitution. Et donc à partir de là, vous pouvez théoriquement vous contenter même d'un SMS à Gérard Larcher pour lui dire « Je dissous, qu'en penses-tu ?» et au bout de 10 secondes, considérer qu'il n'a pas répondu et que donc il se sait consulter. C'est pas bien, et c'est une façon très capillotractée d'interpréter la Constitution. Mais on dit beaucoup, l'interprète et le juge de la Constitution, c'est le Conseil constitutionnel. C'est pas vrai. Le Conseil constitutionnel est l'interprète de la constitutionnalité des lois. L'interprète de la Constitution en d'autres matières, c'est le président, dont on attend théoriquement qu'il soit un pouvoir neutre au-dessus des partis, comme l'était le président de la Troisième République ou le président de la République italienne. Le problème, c'est que le président, il est un peu juge et parti dans notre modèle politique, puisqu'il est à la fois le leader informel de la majorité, et en même temps, il est celui qui doit interpréter, évidemment toujours de manière neutre, la Constitution que lui-même, il tend à tordre. Et donc là, c'est pas un problème d'inconstitutionnalité pour moi, c'est un problème de mauvaise construction du régime. En d'autres termes, on ne peut pas s'attendre à ce que ce soit dénoncé parce qu'il n'y a pas d'organe de contrôle. Il faut considérer que le régime a loupé le coche. Elle a construit une figure présidentielle qui est à double emploi et que donc forcément, ça crée des problèmes. Là où je rejoins Eugénie, c'est qu'en réalité, on a eu ces dernières années des interprétations très extensives et problématiques de la Constitution. Mais c'est un peu facile de dire c'est la faute à Macron. En gros, il y a un individu, on l'aime pas, mais le problème c'est lui, et le jour où il s'en va, on n'a plus de problème. Non. Pour moi, c'est un problème qui est beaucoup plus systémique. Prenons 2022. En 2022, qu'est-ce qui se passe ? En 2022, on élit un individu qui promet quoi ? Il promet une réforme des retraites, une politique pénitentiaire, tout ce que vous voulez. Bref, il promet un programme législatif. Le seul lien entre un président de la République et un projet de loi sur la 5e, c'est quand il le promulgue. Quand vous avez un président, un candidat qui vous dit « Moi, je vais faire une loi sur les retraites, une loi sur l'immigration, une loi sur la cueillette des fraises », en fait, il vous ment en grande partie. Parce qu'en fait, il n'a pas les moyens de faire ça. En même temps, si vous ne le dites pas, vous n'allez pas voter pour lui. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui, en 2027, arrive en disant « J'utiliserai avec parcimonie mes pouvoirs propres, je ferai une dissolution, mais pas tout le temps. L'article 16, les pleins pouvoirs, je ne l'utiliserai pas non plus de manière complètement éhontée. Par contre, je n'ai pas d'avis sur les retraites parce que ce n'est pas mon domaine, je n'aurai pas à y toucher en tant que président. Qui va voter pour lui ? Personne. Donc c'est pas la faute du candidat, c'est la faute aussi des électeurs. Et donc, si vous voulez être élu, vous promettez un programme législatif. Ce que fait Emmanuel Macron en 2022, ils le font tous. Il est élu. Derrière, il n'a pas de majorité. Et donc, en théorie, il ne peut pas appliquer le programme pour lequel il s'est engagé. Parce qu'en fait, il a promis des choses qu'il n'aurait pas dû promettre, mais qu'il devait quand même promettre pour être élu. Ça donne une situation qui est très problématique quand vous êtes élu président. Parce que soit vous dites, mais écoutez, voilà, vous m'avez élu, mais le roi est nu, je dois vous admettre que je n'ai aucun pouvoir. Et à partir de là, on va passer 5 ans ensemble, mais tout ce que j'ai dit, voilà. Ou bien, vous essayez quand même de gouverner. Et vous essayez de faire passer, de mettre des ronds dans des carrés pour tenter de faire quand même passer votre programme. La réforme des retraites, c'est ça. Je ne parle pas du fond. C'est pas mon sujet. Mais d'un point de vue procédural, la réforme des retraites, c'est du grand n'importe quoi. PLFSS rectificatif, article 38 du règlement du Sénat. Bref, le truc est ni fait ni à faire. On peut se dire, c'est la faute à Macron. Sauf qu'en fait, Emmanuel Macron pouvait-il vraiment renoncer à faire passer une réforme qui était dans son programme ? Compliqué du point de vue de la légitimité. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait comme un avocat fiscaliste. Allez voir un avocat fiscaliste. Dites-lui, je vais payer moins d'impôts. Il n'y a pas de problème. Il va ouvrir le code des impôts et il va trouver les failles.
Il va essayer de vous faire payer moins d'impôts en trouvant les failles dans le texte. Emmanuel Macron, depuis 2022, fait la même chose. Il ne peut pas gouverner, il faut quand même qu'il gouverne. Et depuis 2024, il faut quand même que l'État tienne. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On prend la Constitution et on trouve les failles. Le problème, c'est que ça permet certes de faire passer des textes, bon, pas bon, ça permet certes parfois de tenir quand même, et ça c'est important. Mais derrière, on ouvre des fenêtres d'Overton. Derrière, on ouvre des précédents. Et donc on fragilise une forme de consensus sur l'interprétation de la Constitution qui pouvait permettre de considérer que la Constitution faisait l'objet d'une forme de consensus dans son application avec derrière des garde-fous qui étaient des garde-fous dont nous étions tous les gardiens. Et ça évidemment, à terme ça peut être fondamentalement dangereux. Et en 2027, si on élit un président, si ce président n'a pas de majorité, il va être confronté au même dilemme, soit dire « désolé, on m'avait élu, mais le roi est nu ». Et on peut rien faire pendant 5 ans, on va être bien gentil, mais en fait je peux vraiment rien faire, je suis désolé. Ou bien il va devoir lui aussi trouver les failles. La question c'est jusqu'où on exploite ces failles et à quel moment on sort de la démocratie libérale. C'est comme ça que la Constitution marche depuis 1958. Si à la place de ce chef d'État qui est fait pour empêcher que la République ne retombe à la discrétion des partis, on met un chef d'État qui n'est que l'émanation des partis, alors je vous le répète, on n'aura rien fait du tout, et tout ce qu'on aura écrit dans la Constitution ne changera rien à rien, on en reviendra à ce qui était avant, avec peut-être quelques formes légèrement différentes, mais on en reviendra au gouvernement, si tant est qu'on puisse l'appeler comme ça, des partis. Et ce serait, j'en suis sûr, comme j'en ai toujours été sûr, une catastrophe nationale. Alors nous les constitutionnalistes, on a un gros problème avec De Gaulle, parce que d'un côté c'est papa, et alors là il y en a qui veulent absolument être d'accord avec papa, et de l'autre côté vous avez un peu parfois des révoltes adolescentes. La réalité c'est qu'il faut prendre De Gaulle pour ce qu'il est. D'abord, c'est pas lui qui construit la Constitution de la 5e, il en inspire certains aspects, mais au fond la Constitution de la 5e, d'abord c'est une Constitution de la 4e République qu'on a un peu amendée. Prenez le projet de Félix Gaillard, en fait vous avez déjà beaucoup de choses qui ensuite seront ce que deviendra la Constitution de la 5e République. La Constitution de la 5e République, c'est une 4e amendée avec des choses qui étaient déjà dans les tuyaux des réformes de la 4e République pour tenter de stabiliser le régime. Et le vrai papa qui coordonne tout, c'est pas De Gaulle, c'est Michel Debré. Et donc on a comme ça des idées de Gaulle qui apparaissent comme étant des vérités révélées, De Gaulle dixit, et là on croirait entendre les scolastiques avec les évangiles et Aristote. En réalité, De Gaulle est très hypocrite dans cet extrait. De Gaulle est le plus grand fondateur de parti du XXe siècle. Il a fondé plusieurs partis et c'est lui qui a fondé les premiers partis de masse à droite. Les premiers partis structurés de la droite française, c'est De Gaulle. Le RPF évidemment, mais ensuite surtout l'UDR et l'UNR. Et pourquoi ? Parce que De Gaulle, en fait, là-dessus, c'est très bien que vous ne tenez un parlement qu'avec un parti structuré. En gros, qui a le pouvoir sous la 5e République ? Enfin, les Français vont dire, ok, sous la 5e République, celui qui a le pouvoir, c'est le président. C'est pas vrai. Le pouvoir du président sous la 5e République, sur la marche courante des affaires, il est moins important que son homologue de la 3e République. Quelques preuves. Sous la 3e République, qui disposait du pouvoir réglementaire ? Le président. Sous la 5e, c'est le Premier ministre. Qui disposait du pouvoir de déposer un projet de loi sous la 3e République ? Le président. Sous la 5e, c'est le Premier ministre. Le domaine réservé. Le domaine réservé, ça n'existe pas. C'est une invention de Jacques Chaban-Delmas au congrès de l'UNR en 1959. Vous avez les députés UDR qui, à l'époque, crient en disant « Eh bien, on veut avoir notre voix sous la politique algérienne ». Et Chaban-Delmas dit « Tout ça, c'est le domaine réservé du président ». C'est un instrument de communication, le domaine réservé. Qui dispose des forces armées sous la 3e République ? Le président. Sous la 5e, c'est le Premier ministre. Vous allez me dire, oui, non, mais le président de la République est le chef des armées. Le roi des Belges l'est aussi. Donc le pouvoir sous la 5e, il n'appartient pas au président. Il n'appartient pas non plus d'ailleurs au Premier ministre. Le pouvoir sous la 5e République, il appartient à celui qui dispose d'une majorité. Pas de majorité, pas de pouvoir. C'est ce qu'on vit actuellement. C'est pas un retour du pouvoir à l'Assemblée. Le pouvoir devient évanescent quand personne n'a de majorité. Si le président dispose d'une majorité, il est Jupiter. S'il n'en a pas, en fait, il est René Coty, avec des pouvoirs d'exception, la dissolution, l'article 16, on ne les utilise pas tous les 4 matins. Et donc, à partir de là, on a une nécessité de disposer de majorité. Et pour avoir une majorité, vous la tenez comment, votre majorité ? Vous la tenez avec un parti politique. Sans parti politique, qui unit vos députés, qui les discipline, il n'y a rien qui tient. Et De Gaulle, qui déteste les partis, fonde des partis puissants. Il envoie Pompidou pour structurer ce qui va être le parti gaulliste, une implantation dans les territoires, une organisation de jeunesse. C'est que c'était pas dans les partis de droite avant ça. On forme de nouveaux cadres. Et de l'autre côté, eh bien, il choisit lui-même les candidats qui seront envoyés au nom du parti
dont il n'est pas membre, évidemment, sur les différentes circonscriptions. Il choisit également, d'ailleurs, les candidats des Républicains indépendants, le parti allié de VGE, pour lui envoyer les candidats qui lui casseront le plus les pieds. De Gaulle est un homme politique, et c'est un très bon homme politique. Et dire que tout d'un coup, on pourrait se passer de parti politique, c'est créer un chaos et l'anarchie. Il y a besoin de partis. Et là, en l'occurrence, ce dont on souffre aujourd'hui, c'est pas de trop de partis, c'est de partis très faibles. On n'a jamais eu des partis aussi faibles. Regardez les groupes politiques aujourd'hui. Ils votent dans tous les sens. LR, le PS, etc. Les groupes sont complètement déstructurés, comme ils l'étaient sous la 4ème République. La 4ème République souffre d'une faiblesse des partis politiques. Les partis sont trop faibles, ils sont dévorés par les baronnies locales, vous avez des députés qui sont en complet roue libre, il n'y a pas de discipline partisane, et donc vous pouvez former des coalitions, mais si vous formez des coalitions, vous allez avoir une partie de la SFIO qui va dire « nous ne sommes pas tenus par l'accord de coalition, ils ne vont pas voter avec vous », une partie du MRP ou des radicaux qui vont dire « de toute façon, nous, la discipline de vote ne s'est jamais imposée, donc on va voter comme on veut », et donc même si vous faites des accords entre les partis, ça tombe. Là, ou en Allemagne ou en Italie, vous avez des partis et des groupes structurés, il y a des coalitions entre partis et ces coalitions tiennent. Et donc aujourd'hui, cette faiblesse des partis, cette faiblesse à proposer des choses, à présenter des candidats formés et ensuite à tenir leurs troupes à l'Assemblée, c'est l'un des points fondamentaux qui explique la faiblesse de notre régime politique et la crise politique dans laquelle on est. De Gaulle le savait, parce que De Gaulle avait tout compris. Le problème, c'est qu'on aime croire les instruments de communication de De Gaulle bien plus que de comprendre ce que lui a fait et les leçons qu'on pourra en tirer.